côtés, Isabelle Marx. Bonjour Isabelle, chargée de projet agriculture au sein du WWF France, et puis aussi membre du comité stratégique Agribalise. Hein, c'est pas par hasard que vous êtes là, vous y représentez les ONG. On reviendra aussi sur cet engagement, sur cette représentation. À vos côtés, Benoît Souris, que j'accueille également. Bonjour Benoît, vous êtes directeur de marché bio groupe Carrefour. On reviendra vers vous tout à l'heure pour que vous nous présentiez votre engagement et le soutien que vous apportez aux producteurs bio avec lesquels vous travaillez. Et enfin, la plus proche de moi, Armelle. Bonjour Armelle Gac, chef de projet évaluation environnementale au sein de l'IDEL, l'Institut de l'élevage. Et vous aussi, vous participez activement au programme Agribalise, et ce depuis longtemps, depuis le début. Voilà. Vous êtes membre du comité stratégique Agribalise également, au même titre qu'Isabelle, mais avec une casquette un peu différente. Vous nous en parlerez tout à l'heure. On va essayer de balayer le sujet, si vous voulez bien, en partant du producteur et en allant vers le consommateur, même si tout ça est étroitement connecté. On vient d'avoir un certain nombre d'exemples, beaucoup de choses ont déjà été dites, et c'est pas facile, hein, je le mesure bien d'arriver en fin de journée, mais ça nous donne aussi l'occasion de reboucler et puis d'atterrir sur certains concepts. Quand vous entendez la présentation d'Ayo, quand vous entendez aussi les illustrations qui ont été faites autour de la vigne, autour de la filière porc, voilà, si on devait un peu ramasser les idées, vous, Armelle Gac, quel intérêt, finalement, vous voyez à mettre à disposition des producteurs des données du type de celles qui sont produites dans le cadre du programme ACV Bio? L'intérêt de ce type de données, c'est valable pour le projet ACV Bio, mais pour d'autres projets de recherche sur l'ACV ou sur l'évaluation environnementale en général. C'est déjà d'une part de pouvoir s'appuyer sur un cadre méthodologique partagé aussi avec d'autres filières de production pour après développer des outils spécifiques pour les éleveurs herbivores pour ce qui nous concerne. Et puis l'autre intérêt, c'est celui de disposer de références, des références génériques, nationales, ou qui illustrent une certaine diversité de systèmes, comme on a vu pour ACV Bio. Et ça permet de commencer à pouvoir se positionner pour pouvoir progresser. C'est un sujet qui a été abordé déjà ce matin. Exactement. Voilà, pour progresser, on a besoin de savoir où on en est, quoi. Voilà, savoir où on en est et savoir aussi comment on évolue par la suite. On peut évoquer rapidement les engagements qui sont ceux de l'Institut dans lequel vous évoluez, quelques projets auxquels vous avez touché et qui vous donnent de la légitimité pour intervenir sur ces questions en lien avec ACV Bio. Alors en lien avec l'ACV, déjà vous l'avez un petit peu dit, on est dans les projets ACV d'Agribalise depuis le démarrage il y a plus de 10 ans maintenant. Donc Agribalise, la première base de données. On a été aussi partenaire du projet Equalim qui était sur l'alimentation animale. On a contribué à des développements méthodologiques sur la prise en compte du stockage de carbone par les sols, sur l'empreinte eau. À côté de ça, on a d'autres projets de recherche qui sont sur les mêmes thèmes. Je pense à un projet qui s'appelle Carsolel, qui est aussi accompagné par l'ADEME et qui vise à se doter de références sur le niveau de stockage de carbone dans les différents systèmes d'élevage. Ça, c'est pour le volet strictement ACV. Et puis, on a, donc, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, développé notamment un outil de diagnostic en élevage qui s'appelle CAP2ER, qu'on a aujourd'hui pu déployer avec un ensemble de partenaires de terrain sur autour de 10 000 élevages, parce qu'il y a près de 20 000 diagnostics qui ont été effectués. Donc, il y a des élevages qui l'ont fait plusieurs fois. Donc, on a aussi ce retour d'expérience de comment les éleveurs et leurs conseillers prennent ces éléments en compte dans l'évolution de leurs pratiques et dans leur compréhension aussi de ces thématiques qui, il y a quelques années, étaient peut-être un peu nouvelles et qui aujourd'hui sont bien intégrées, voilà, comme une des manières en tout cas de revoir une nouvelle vision de ce que peut être le conseil technique et l'amélioration d'aspects techniques. Et ces outils de type diagnostic que vous évoquiez à l'instant, vous les utilisez donc en complément aux données qui sont issues de projets ACV Bio, c'est ça? Ils sont... d'arsenal. Voilà, c'est ça. Ça dépend
ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend pour quels usages. On va dire les ACV sont assis sur un cadre méthodologique prédéfini, c'est plutôt des projets de recherche, nous aident à progresser sur les méthodes, se doter de références, comme je l'ai dit. Parce qu'Agribalise travaille plutôt avec des modèles agricoles, et puis quand on veut aller plus loin. Voilà, des outils complémentaires qui vont permettre de calculer des indicateurs d'ACV, mais aussi d'autres indicateurs complémentaires et surtout faire le lien aux indicateurs sur les pratiques agricoles. Et donc de cibler, voilà, tel enjeu environnemental, il est en lien avec tel et tel type de pratiques sur l'exploitation. Et voilà où j'en suis, moi, agriculteur, et comment je peux progresser. Et c'est en fait un support de discussion avec les conseillers de structures avec qui on travaille pour déployer ces actions sur le terrain. Et l'intérêt est là, ça a déjà été évoqué ce matin, sans focus particulier sur la dimension de l'agriculture biologique, mais l'intérêt du monde agricole pour l'analyse de cycle de vie, pour la démarche d'éco-conception, il est là, clairement. Vous le ressentez? Oui, il est là, on le ressent parce qu'il y a de plus en plus de structures justement à rentrer dans ces plans carbone en élevage. C'est des structures de conseil en agriculture, contrôle laitier, des laiteries pour ce qui concerne le secteur laitier, contrôle de performance sur les aspects viande bovine, des entreprises également. Et voilà, tout ça, ça fonctionne avec aussi l'engagement financier d'acteurs publics, privés, voilà, qui trouvent un intérêt aussi à aller sur ces sujets-là. Et qui soutiennent globalement la démarche. Sabine Bonneau, je vous présentais tout à l'heure, vous êtes référente professionnelle du pôle durabilité au sein de l'Institut technique de l'agriculture biologique. Vous êtes vous-même les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, puisque vous êtes agricultrice, vous avez les deux casquettes, vous êtes en phase avec ce qu'Armelle vient de dire, vous voyez d'autres intérêts à disposer des données ACV bio quand on est producteur, agriculteur Alors, en tant que productrice et en l'état actuel de la base de données, très honnêtement, moi c'est plutôt un appel à un certain nombre de points de vigilance, en tous les cas pour la production bio auquel je vais m'attacher. Ça a été dit par Ayo tout à l'heure, mais globalement, et cette question-là dépasse largement la question de la bio, là, on parle bien d'un système de notation tel qu'il est calé actuellement, avec des critères qui sont manquants, voire lacunaires pour ceux qui existent, ou dépondérés pour la question de la santé, qui sont quand même problématiques pour l'évaluation des systèmes, et notamment non seulement les systèmes bio, mais également les systèmes extensifs. Je vais prendre des illustrations pour qu'on apprécie quand même le décalage que peut produire cet outil. En gros, si on fait cet outil, si on produit de l'évaluation environnementale, c'est pour changer la donne. C'est pour essayer d'améliorer notre empreinte écologique quand on fait nos choix d'achat alimentaire, ou alors orienter les politiques publiques ou les actions des transformateurs ou des opérateurs. En l'état actuel, ça va être très compliqué à mon sens, en tous les cas pour la bio, d'améliorer quoi que ce soit. Donc je prends 2-3 exemples. Le fait que l'outil ramène tout au kilo produit, eh bien ça favorise, ça a été dit, les systèmes intensifs et les systèmes bio-extensifs ont des notes très défavorables. Ce qui veut dire qu'en clair, on va mettre les vaches dans des usines et pas à l'herbe dans un alpage. Donc il va falloir changer le marketing de la vache Milka, par exemple, parce que ça veut dire que la vache de montagne, elle est complètement disqualifiée aujourd'hui par la technique de notation. Et c'est par ailleurs assez contraire au bien-être animal. Je vais donner un deuxième exemple, le poulet intensif industriel, c'est-à-dire qui aura vécu 35 jours à 22 poulets par mètre carré. Il sera toujours plus favorable en technique ACV telle que c'est calculé là qu'un poulet bio ou label rouge qui a vécu 81 jours avec 4 mètres carrés par poulet en plein air. Donc ça pose quand même une vraie question. Qu'est-ce que cette évaluation environnementale produit vraiment comme discernement? Moi là, honnêtement, avec les exemples que je vous donne, j'ai vraiment un doute. Donc même ça, c'est l'enjeu clé pour vous. Hein. Je me permets de vous interrompre. Créer du discernement, c'est vraiment votre étendard. Alors, le travail de l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique, c'est ça, mais on est parmi tout un écosystème d'acteurs et on a tous cette volonté-là. Donc là, on parle d'un outil qui est imparfait en l'état, mais tout le monde est très volontaire pour améliorer les choses. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Il n'y a pas de guerre là-dessus. Simplement, il faut être bien clair que nous, en tant qu'Institut, ayant participé aux 3 dernières années de ce projet, donc quand il s'est agi de parler d'ACV bio, on a mis sur la table, et on n'était pas les seuls, ce point de vigilance dès le départ. Et c'est vrai que malheureusement, on s'est rendu compte que dans l'avancée des travaux, ces sujets-là sont très complexes et n'ont pas pu être traités. Je vais donner un deuxième exemple. Ouais. Est-ce que réellement on peut aller au restaurant et demander le vin avec la meilleure note
Agribalise en demandant est-ce que vous pouvez me donner celui qui a fait le plus d'hectolitres à l'hectare, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est quand même des exemples. J'en ai un autre. Je vais vous donner un exemple sur ma ferme, puisque moi, je suis en zone de coteaux. Alors, je suis désolée, je suis un peu le producteur, voilà. Mais je crois que c'est important que vous ayez des illustrations du terrain. Pourquoi cet outil-là, moi, il ne me convient pas aujourd'hui en tant que productrice également. C'est que si je veux améliorer mon score Agribalise aujourd'hui, donc je produis des fruits et des céréales en bio, alors, je suis sur un coteau avec pas mal d'infrastructures agroécologiques. Alors, je vais démolir les murs de pierre sèche, je vais drainer mes prairies humides, je vais arracher mes haies. J'ai aussi un peu d'agroforesterie qu'il faudrait que je passe par zéro. Je laboure les bandes fleuries, j'arrête les couverts végétaux, je remblaye les mares. Donc, tout ça pour dire, rien que ça, c'est ça. Et là, je vais pouvoir vous dire, j'ai un meilleur score en Agribalise. Donc, c'est quand même un peu préoccupant. Par ailleurs, je suis sur un territoire à faible potentiel productif. Donc ça, c'est également quelque chose qui n'est pas pris en charge par Agribalise. Pour Agribalise, 1 hectare de montagne égale 1 hectare de beauce. C'est-à-dire que vous avez, si vous ne pouvez pas produire plus que ce que la nature peut vous donner sur un territoire, vous êtes disqualifié aussi. On l'a déjà évoqué plusieurs fois, hein, l'outil en l'état ne permet pas de prendre en considération les spécificités et l'ensemble des externalités positives qui sont liées à l'agriculture bio. Enfin, en préparant avec vous, vous avez été clair, hein, vous m'avez dit ACV bio, ça aide à améliorer les pratiques, mais ça ne clôt pas le sujet. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'outils en fait, qui permettent de vraiment rendre compte de la valeur ajoutée de l'agriculture bio. Il y a quand même des choses dans la colonne des plus. Alors, sur les produits transformés, et en tous les cas, s'il y avait un gros effort qui était mis sur l'inclusion des paramètres manquants, donc ceux qu'on a déjà abordés, mais également l'impact biodiversité, parce que pour l'instant, l'impact biodiversité qui est prévu, c'est uniquement un impact sur de la flore. Or, on sait que les extinctions massives sont essentiellement sur la faune. Donc ça veut dire que ce paramètre, pour l'instant, même s'il était intégré, il ne serait pas du tout pertinent. La deuxième chose, c'est qu'en effet, les impacts positifs, donc les externalités, des systèmes extensifs, bio, etc., une fois de plus, ce n'est pas seulement la bio qui est en question là-dedans, ne sont pas prises en compte. Tant que ça, ce n'est pas fait, je ne vois pas comment on peut améliorer les pratiques et les produits qui contiennent, les produits transformés qui contiennent ces produits agricoles bruts, avec l'outil tel qu'elle est. Et dernière chose, il y a quand même un peu un éléphant dans la salle qui est la question des pesticides. Ça a été dit moult fois, mais quand même c'est un enjeu et soulevé par la salle voilà. D'ailleurs. C'est un enjeu de santé publique. Dans la pondération de la note méthodologique de la Commission européenne, c'était le premier critère à prendre en compte. Or, aujourd'hui, tel que c'est conçu, et moi en tant que productrice, mais également en tant que citoyenne, c'est ma préoccupation en effet principale, c'est comment je produis une alimentation qui est saine pour les gens qui vont manger ce que j'ai fait sur ma ferme. Donc aujourd'hui, par exemple, on avait le monsieur de Cristal Union tout à l'heure, bien sûr, il va avoir un bon affichage environnemental, ou en tous les cas une bonne note Agribalise, parce que la question des néonicotinoïdes n'est pas traitée par Agribalise. L'impact sur la biodiversité, mais aussi l'impact sur la santé humaine, n'est pas incluse. Donc tous ces sujets-là, je ne veux pas charger la barque, même si là c'est un peu ce qui se passe, mais il faut vraiment être clair que la suite du projet doit permettre deux choses, de mieux intégrer, on va dire, les acteurs tels que l'ITAB dans la méthodologie, et deuxième chose, d'avoir autour de la table plus de producteurs représentant les systèmes extensifs et bio. Alors, vous avez brûlé les étapes, parce que j'avais plein de questions à vous poser avant que vous en arriviez aux recommandations, mais ce n'est pas très, très grave. Du coup, puis on sentait que vous aviez envie de le dire. Alors, moi, je n'interromps pas quelqu'un qui a envie de parler avec le cœur comme vous venez de le faire. Juste, du coup, j'ai envie de donner la parole à Marc Benoît. Bon, là, on ne charge pas la barque, mais la charge est là quand même. Vous réagissez comment quand on vous oppose des arguments tels que ceux de Sabine à l'instant? Je les connais déjà, je les partage, je ne vais pas charger la barque un peu plus. Nous, ce qui nous concerne plus, peut-être dans le projet à l'INRA, moi par rapport aux activités que je peux avoir, c'est les questions méthodologiques sous-jacentes pour faire avancer la méthode. Et tout à l'heure, là tu viens de citer l'étude externalité qui avait été faite par l'ITAB, portée par l'ITAB à laquelle on avait participé. Je remonte un petit peu en arrière. Ouais. Donc la bio a différentes missions, c'est de produire, mais c'est aussi tout un tas de production de services pour lesquels il n'y a pas de rémunération aujourd'hui. Cette étude avait conclu que la bio était meilleure sur 80-90% des items que l'on pouvait étudier sur les impacts environnementaux, santé humaine, etc. Il y avait un point noir, en fait, c'est la productivité. Donc on se questionne beaucoup à l'INRA là-dessus, comment arriver à réduire un peu ce gap, en fait, cette différence de productivité entre le bio et le conventionnel. Une piste, la piste principale, c'est de renforcer la prise en compte de l'agroécologie dans les systèmes de production bio. L'agroécologie, c'est quoi? Pour faire très simple, c'est d'augmenter la diversité au sein d'un système de production.
Donc on a différentes expérimentations à l'INRA qui tournent autour de en quoi l'augmentation de la diversité des systèmes de production permet d'améliorer la performance. Alors, je vais prendre un exemple, juste un exemple d'expérimentation qui montre qu'en fait, on va poser des problèmes méthodologiques à la CV. Il y a différents exemples. L'un, c'est sur l'INRA de Bourges, où on a des systèmes de grande culture conventionnels qu'on cherche à améliorer d'un point de vue durabilité en diminuant les intrants, c'est-à-dire les engrais et les pesticides de synthèse. Donc on rallonge les rotations, ce qui a été présenté tout à l'heure. On rallonge les rotations et les cultures fourragères, mais aussi des intercultures, et on a différents types de ressources qui ne sont pas utilisées. Le but, c'est d'utiliser toutes les ressources possibles dans un système pour améliorer la performance globale et limiter les inputs extérieurs. Donc on se dit, on va repositionner de l'animal là-dedans. Voilà, puisque à la limite, l'animal va vraiment consommer de grande. La performance de croissance des animaux va être faible puisqu'on n'aura pas de céréales, etc. Donc si on ramène le méthane produit par ces agneaux, par exemple, à la quantité de viande produite, on va avoir un très mauvais score. Alors que justement, on a un système qui va être en quelque part extrêmement favorable globalement. Donc ça pose la question, est-ce qu'on va évaluer, est-ce qu'on va faire une ACV sur les cultures sortant de ce système, sur la viande sortant de ce système de façon séparée, ou est-ce qu'on ne va pas être obligé d'avoir une évaluation globale du système? Et là, ça pose la question de l'unité fonctionnelle. Voilà, donc on en reparlera peut-être tout à l'heure parce qu'il y a des pistes. Oui, et parce que ça a effectivement déjà été évoqué. Armelgac, la filière agneau, vous la connaissez bien, oui. Vous avez travaillé dessus. Du coup, ça doit forcément vous faire réagir. Et on a travaillé dessus dans le cadre d'un projet avec l'ITAB et INRAE. Enfin, INRA, précédemment, dans le cas d'Aragno Bio, on était copartenaires. Effectivement, ce projet, il avait vocation à créer un réseau d'éleveurs pour créer de la référence technique, économique, mais il y avait aussi ce souhait de regarder du côté environnement, qu'est-ce qu'on peut faire. On avait des bases méthodologiques, des premières bases méthodologiques avec des indicateurs ACV, tels que dans ACV Bio, mais nous, dans nos approches avec l'outil Cap2R, on voit bien que ce n'est pas ce type d'indicateur qui va être directement utile à l'éleveur pour progresser. Il a besoin d'indicateurs plus proches de ses pratiques. Il a aussi besoin d'indicateurs qui ne visent pas que des impacts négatifs, mais qui aillent aussi sur le côté positif. Donc pour rejoindre ce que disait Sabine, on regarde pour donner un exemple, voilà, les un agriculteur, on ne va pas parler nécessairement de notion carbone tout de suite. On va lui parler de linéaire de haies. On va lui parler du carbone parce que tout le monde en parle et que c'est important qu'ils comprennent aussi pourquoi on en parle. Et on fait le lien avec le méthane entérique, la productivité des animaux, des pistes qu'il peut y avoir, des pistes d'amélioration sur la fertilisation, la conduite des cultures, etc. Mais on va aussi lui dire, voilà, il y a chez vous des infrastructures agroécologiques, des linéaires de haies, des murets, etc. Et ça, il faut le conserver. Il faut les conserver. C'est des supports de biodiversité et on essaye d'avoir aussi ce discours équilibré pour continuer à motiver aussi et pour être sûr de ne pas partir dans des mauvaises pistes en fait, d'évolution des systèmes. Donc effectivement, c'est un point qu'on avait travaillé dans le cadre du projet Agneau Bio, qui nous avait permis de commencer à pointer du doigt comment on peut exprimer les impacts d'ACV différemment que par kilo de produit. On avait testé par hectare, par euro de chiffre d'affaires, on avait exploré ça avec Marc notamment, et on avait aussi regardé du côté des indicateurs complémentaires, voilà, les infrastructures agroécologiques, etc. Et tout ce travail, il a permis d'être reversé dans ACV Bio en fait. Ouais. Et avec l'ITAB, avec INRAE, on a animé cette réflexion méthodologique sur ces questions d'indicateurs complémentaires, avec l'ITAB également sur la question de comment on évalue des systèmes très diversifiés qui sont spécifiques au bio, sans trouver de réponse et de cadre tout fait qu'on peut dérouler, mais c'est des questions qu'on a posées dans le cadre du projet, en espérant que ça laisse plutôt des pistes ouvertes pour des projets futurs qui soient des projets concertés avec d'autres acteurs de la recherche. Voilà.
ces questions en lien avec les indicateurs complémentaires et puis aussi les unités fonctionnelles, c'était des sujets qu'on avait aussi abordés ensemble, Isabelle Marx. Donc je le rappelle, hein, vous êtes chargée de projet agriculture au sein du VVF France. On ne s'occupe donc pas que des pandas au sein du VVF, hein, on est aussi sur le champ. Pourquoi vous êtes allé sur cette dimension d'indicateurs complémentaires et d'unités fonctionnelles? Pourquoi ce sont des fers de lance pour vous? C'est vrai qu'au VVF, on est utilisateur des données d'analyse cycle de vie et donc des résultats du programme Agribalise. L'agriculture et l'alimentation, évidemment, sont un des drivers de l'érosion de la biodiversité. Le rapport biannuel qu'on sort donc tous les 2 ans et dont l'édition 2020 est sortie début septembre, le rapport Planète Vivante, a montré justement qu'on avait une diminution des populations de vertébrés de plus de 70% depuis 1970, avec comme cause principale les modes d'agriculture non durables et puis la déforestation. Donc évidemment, c'est un programme d'action fort pour nous et les données Agribalise sont là pour nous donner un argumentaire fort envers le grand public, mais aussi auprès de nos partenaires économiques et puis bien sûr auprès des gouvernements. On a utilisé les données, notamment, je vais donner un exemple, puisque c'est vrai que cette question d'unité fonctionnelle et de limite... Oui, parce que quand on a préparé ensemble, vous êtes aussi venu sur l'exemple des poulets. Oui, tout à fait, c'est vrai. Donc on a effectivement utilisé notamment ces données pour produire un guide. Donc il est sorti l'année dernière, il y a presque 1 an, en octobre. Donc je laisserai les personnes aller voir sur notre site. Mais ce guide, du coup, a vocation à guider le consommateur vers une alimentation plus durable, notamment sur les produits animaux, donc viande, produits laitiers et également œufs. Et donc l'idée, c'est qu'on a utilisé des indicateurs environnementaux divers, dont certains pour calculer l'impact des modes de production alimentaire sur ces indicateurs environnementaux. On a utilisé la méthodologie d'analyse cycle de vie et donc les résultats. Et c'est vrai qu'on a été confronté au manque de données bio à l'époque, puisque c'est vrai que les résultats du programme ACV Bio n'étaient pas encore sortis à ce moment-là. Et puis aussi, on a cette difficulté de communiquer. Donc là, je rejoins vraiment ce que disait Sabine tout à l'heure, par rapport à des productions qui vont être défavorisées du fait de l'unité fonctionnelle choisie par kilogramme de produits. Et puis, voilà, donc on s'est retrouvé face à des limites où la communication, il a fallu aussi mettre en parallèle de ces indicateurs quantitatifs des indicateurs vraiment qualitatifs et essayer de sensibiliser au maximum pour aller au-delà de la première impression qu'on peut avoir si on compare des modèles bio, par exemple, avec des modèles conventionnels. On reviendra tout à l'heure sur les enjeux qui sont liés à l'information du consommateur et la manière de voir les choses. Je voudrais donner la parole à quelqu'un qui nous écoute depuis tout à l'heure et qu'on n'a pas encore entendu, c'est Benoît Souris. Je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes le directeur de marché bio groupe Carrefour, avec une position qui est un peu intermédiaire, un œil du côté de la production. Vous avez des produits en marque propre pour lesquels... Il y a des clients qui passent, vous entendez ce qu'ils disent, ce qu'ils demandent, ce qu'ils réclament, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. C'est quoi le regard que vous regardez de votre position de distributeur? Bon, d'abord, on doit d'abord s'efforcer d'être le plus légitime possible. Et pour ça, on est finalement on est partie prenante dans la distribution, mais on n'est qu'un des éléments de cette distribution, même si Carrefour est de très loin le premier distributeur de produits bio en France et même en Europe. C'est d'abord l'écoute des consommateurs, c'est notre principale responsabilité. Et ce qui est clair, c'est qu'il faut être capable de faire un certain nombre de choix, parfois en anticipation. Quand le groupe Carrefour, en France, en 1992, était le premier à fabriquer des boules de pain bio dans des hypermarchés. À l'époque, le bio était très petit, c'était en 92. On l'a fait avec un peu de farine française, beaucoup de farine importée. Et puis, de nombreuses années après, on le fait aujourd'hui avec 100% de farine française. Et on a fait l'année dernière pratiquement 2,5 milliards de chiffre d'affaires en bio, donc ça le fait de nous un acteur important. Pour autant, ça fait de nous aussi un acteur exigeant, parce qu'on voit bien que le niveau de culture des consommateurs sur le bio, même s'il y a une partie des consommateurs qui découvrent la bio dans nos points de vente, puis qui peuvent après, bien naturellement, faire le choix d'aller dans des circuits plus courts, ou des magasins spécialisés, ou rester en grande distribution, ou aller en achat e-commerce.
on se rend bien compte, c'est que le niveau de culture et de connaissance de nos consommateurs est élevé, qu'ils sont extrêmement attentifs aux engagements publics que l'on prend. Et quand on dit, on était un des tout premiers signataires avec Biocop, mais avec satisfaction de dire il ne faut pas avoir de... on était effectivement là-dessus extrêmement à l'aise. Vous savez que vous êtes attendu au tournant sinon, c'est ça? Non, c'est une conviction tout à fait profonde. Moi, vous savez, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le bio. Vous savez que vous êtes regardé, c'est ça? Mais on est regardé parce qu'effectivement, c'est le rôle du leader. C'est forcément lui aussi qui doit un peu marquer les engagements. Moi, j'attends beaucoup dans l'évolution réglementaire parce que je peux m'appliquer à moi un certain nombre de règles propres pour les produits de ma marque propre. Et Dieu sait qu'elle est importante chez nous, mais je crois que c'est très important de savoir ce que les consommateurs attendent de nous. Ils attendent plus de Français, toujours de plus en plus. Et ce n'est pas pour rien qu'on a pris des engagements sur, vous parliez tout à l'heure de poulet, d'un certain nombre de produits de viande, de fruits et légumes. On multiplie les engagements. Tout à l'heure, on n'arrivait même pas à s'entendre sur le pourcentage de produits bio qui étaient issus de l'importation. Donc c'est un vrai sujet. La très belle nouvelle de l'année dernière, c'est que c'est la première année où la quote-part des produits importés sur le marché français a diminué. Et notons que c'est quand même essentiellement des produits bruts qui sont destinés à la transformation et de moins en moins des produits bruts destinés à la vente directe au sens sans transformation. Donc ça, moi, je trouve que ça fait partie des engagements importants et c'est important que des acteurs de la distribution, et nous certainement pas tout seuls, on continue à prendre des engagements. Et ce que les consommateurs nous disent quand même, c'est oui, attention, il nous faut de plus en plus de production locale. Ils attendent tous, et nous aussi, le fait qu'on n'ait pas... au fur et à mesure des années et de l'évolution des règles communes, communautaires sur le bio, ils attendent de nous que l'on reste sur un fort niveau d'exigence. Ils attendent de nous que la rémunération perçue par l'ensemble de la filière agricole, beaucoup de plaisir à écouter Sabine parler de son métier, parce qu'on ne fait rien si on n'a pas effectivement, on est encore dans un marché relativement pénurique. Donc mais tôt ou tard, le marché va changer. Donc je crois que c'est très important de le faire ainsi. Donc on a pour nous vraiment un regard extrêmement attentif et le plus vite possible on arrivera vers un volet social, un volet environnemental avec pas simplement un discours des méthodes mais de plus en plus un discours de la preuve, le plus on sera satisfait et en ce sens tous les travaux que Agribalis forme, tout le travail collaboratif que vous avez évoqué, si ça continue à placer le niveau d'exigence à la fois de la production, de la transformation et des consommateurs à un niveau plus élevé, cela va parfaitement à un distributeur comme nous. Vous accompagnez vos producteurs, on en parlait tout à l'heure, et notamment sur les produits en marque propre. Qu'est-ce que vous leur proposez en termes de parcours d'accompagnement et où est-ce que vous vous sentez le plus utile quand vous êtes à leur côté? En fait, comment vous utilisez Agribalis pour le faire? Alors, nous, on accompagne le monde agricole, viticole ou le monde de l'élevage de façon assez simple. On prend des engagements pluriannuels, ce qui ne se fait très peu quand on parle du conventionnel, beaucoup pour ce qui concerne le bio. Donc ça, c'est un engagement puissant. Quand je dis on accompagne sur la durée, c'est des contrats de 3 à 5 années qui couvrent donc les périodes de conversion et qui couvrent les premières années de production. Nous le faisons sans aucune exclusivité et nous demandons formellement par écrit, parce que nous ne pèsions pas plus de 40% des volumes de production des gens qui nous vendent, parce qu'on ne veut pas créer de lien de dépendance et on veut qu'on puisse, les agriculteurs ou transformateurs puissent travailler avec des réseaux spécialisés, des AMAP ou des marchés à côté de Carrefour. Nous travaillons avec eux sur la détermination des prix, c'est-à-dire on convient ensemble de la méthodologie pour fixer le prix d'achat. Ça, c'est tout à fait essentiel, parce qu'on sait effectivement les problématiques d'aléas climatiques, etc. Et ce que l'on renforce de plus en plus, c'est la visibilité de ce que font de nos partenaires, en particulier en utilisant aussi leur image sur nos packaging,
en les faisant communiquer et en étant donc un peu un porte-voix de l'ensemble de leur démarche. Justement, c'était une question que je voulais vous poser. Et aux autres aussi, qu'est-ce que vous sentez en termes d'attente des agriculteurs aujourd'hui par rapport à l'information qu'on passe aux consommateurs? Enfin, typiquement, l'exemple que vous venez de donner est le bon. Là, on est dans l'utilisation d'images, il y a le nom, il y a la, il y a la photo. Le risque qu'on voit apparaître en creux, c'est potentiellement le greenwashing. C'est un terme qui a été évoqué notamment quand on a préparé avec Sabine. C'est quelque chose que vous ressentez, sur lequel vous mettez un point de vigilance aussi? Alors pour moi, les producteurs sont quand même extraordinairement ballottés par donc Agribalis. Pas forcément lui parler. Encore les gaz à effet de serre, le changement climatique, oui, mais dès qu'on va lui parler d'écotoxicité, d'acidification, c'est pas le bon vocabulaire en fait pour qu'il s'approprie ces enjeux et pour qu'il progresse dessus. Enfin, moi je suis d'accord, il faut un peu adapter sa manière de faire en fonction de la cible et peut-être se dire que l'ACV, elle est peut-être pas adaptée pour tout ce qu'on peut faire dans le champ de l'évaluation environnementale et du progrès environnemental. C'est pas seulement une question de vocabulaire pour les producteurs. C'est-à-dire quand même les producteurs, on nous explique que c'est nous qui sommes à l'origine de la majorité de l'impact via la production agricole brute. Donc on est quand même un acteur clé, on va dire. On va dire les données sont quand même compréhensibles pour un producteur. Voilà, moi je peux les comprendre. Je vois dans la base de données, en la normalisant avec les pondérations de la Commission européenne, qu'aujourd'hui, telle que cette base est sortie il y a quelques jours, quasiment tous les produits bio par filière sortent avec les notes les plus défavorables. Idem pour les systèmes extensifs. Donc aujourd'hui, je répète, de la cohérence. Et là, pour l'instant, ça ne produit pas de la cohérence. Moi, ce que j'entends de nos consommateurs, ou des consommateurs, ce ne sont pas les nôtres, on n'est jamais propriétaire de ces consommateurs. Ce que j'entends de leur part, c'est d'abord, c'est très important qu'on redonne de la fierté sur la façon dont le monde agricole fait son travail et les revenus du travail normaux qu'on doit être capable, nous comme distributeurs, d'offrir à nos producteurs. C'est facile de le dire ici, c'est pas toujours facile à vivre au quotidien, c'est pas toujours facile à le faire vivre, y compris à nos acheteurs et à transmettre ce message-là. Mais je crois que ce que nous demandent nos consommateurs, c'est d'abord, comment est-ce que les gens qui travaillent avec vous sont-ils fiers de travailler avec Carrefour? C'est la première chose. Et sur le bio, on en a quand même plus de 2000 aujourd'hui en France qui sont engagés avec Carrefour. Pas qu'avec Carrefour, mais avec Carrefour. Et ça, c'est un élément tout à fait important pour nous. Et la deuxième chose, et on n'en a pas beaucoup parlé, il y avait juste une petite note tout à l'heure, un petit mot qui le disait, c'est que la promesse du bio par rapport aux consommateurs, pardonnez-moi, elle n'est pas tellement sur le thermomètre de savoir où est-ce qu'ils en sont sur la CV, etc. Elle est beaucoup plus sur l'aspect gustatif. C'est-à-dire que la promesse naturelle du bio, ça devrait être aussi un niveau d'exigence sociale et un niveau de goût gustatif, de qualité gustative, qui sont à un niveau différent des produits finalement très, très communs, très banaux que l'on nous met sous les yeux tous les jours en conventionnel. Et ça, c'est un combat qu'on doit mener en commun, parce qu'on ne gagnera pas tout seul. Et c'est la condition qui permet aux consommateurs de se dire j'investis, je sais que c'est un peu plus cher, mais ça le vaut, entre guillemets. Exactement. Parce qu'on a évoqué ces questions-là. Il y a une vraie... En fait, moi,
je combats, et je n'ai pas de combat en interne, mais parfois en externe, sur le fait que est-ce qu'il faut que le bio soit un jour au même prix que le non bio, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout attendu par nos consommateurs. Hein. En fait, on se fait ce nœud-là en disant c'est un enjeu, c'est pas un enjeu. On sait très bien que les volumes, les contraintes, les contrôles, les différents coûts, les différences de productivité empêcheront, et pour moi c'est tout à fait salutaire, empêcheront d'avoir le même niveau de tarification entre le bio et le non bio. Ça ne veut pas dire de ne pas chercher effectivement les efforts, ça ne veut pas chercher effectivement à rester raisonnable, parce que quand on voit aujourd'hui certaines tailles d'exploitation, on est régulièrement questionné sur la taille des exploitations, des poules pondeuses, etc. C'est tout à fait important. Moi, je me dois de respecter effectivement la réglementation et la législation. Je me dois aussi, une fois de temps en temps, de prendre des risques en disant à nos équipes, attention, on ne va pas prendre ça. Quand on était, ça n'existe pas en grande distribution, on était le premier à mettre une gamme de charcuterie de porc complète bio d'origine française. Bah, c'est sûr que quand j'ai entendu une grande marque mondiale, en tout cas française très connue, faire de la communication sur le porc avec du porc 100% importé du Danemark, bah, j'étais un peu malheureux. Oui, la photo de l'agriculteur ou la pub, elle était toujours avec l'agriculteur et sa blouse verte dans les champs. Ça, c'est la fumisterie et c'est clairement ce qu'on veut combattre. Marc Benoît. On aborde plein de choses. On aborde plein de choses. On ne sait pas trop par quel bout les prendre, mais cette question de valeur, à la fois vue du côté du producteur et du consommateur, en fait, il y a beaucoup de choses qui renvoient à la validité ou pas de l'ACV. Est-ce que l'ACV peut porter ces valeurs-là? Un chiffre qui est étonnant et dont qu'on n'a pas cité aujourd'hui, c'est le type de circuit de distribution, enfin de commercialisation utilisé par les agriculteurs bio. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, peut-être que Sabine les connaît mieux. Je crois que c'est autour de 30%, au moins 30% des producteurs bio qui valorisent une partie de leurs produits sur ces circuits-là. Je pense que pour répondre à la façon dont, tout à l'heure sur la question, quelle est la vision des agriculteurs bio, de ces méthodologies ACV, etc., je pense qu'à un moment donné, ils saturent complètement, ils se disent, si on a des valeurs à porter, on va les transmettre directement. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils vont directement chercher le consommateur. C'est une des raisons pour lesquelles aussi vous avez exprimé votre vision du contact avec les producteurs. Alors, pour relancer sur les questions méthodo qui sont derrière, parce que c'est un peu notre métier, deux exemples de systèmes de production qui visent des circuits courts, c'est transformation fromagère et paysans boulangers. Si on prend ces deux cas-là, par exemple, quelles vont être les valeurs un peu transversales sur ces deux exemples? Le producteur de lait, il ne va pas chercher des hauts rendements laitiers, il va surtout chercher à faire de la production à l'herbe pour retrouver un certain nombre de composants chimiques intéressants dans les produits, des terpènes, des choses comme ça, et essayer vraiment de révéler des valeurs aux consommateurs. Donc il va faire un choix de baisse de productivité, ce qui veut dire que par l'ACV, en fait, on va le pénaliser. Pour le paysan boulanger, ça va être pareil. Le consommateur va demander des variétés anciennes, etc. Donc on sait que le rendement peut être un peu pénalisé, et donc on va renforcer les valeurs dans ces produits-là. Et pour en revenir à la question des unités fonctionnelles, alors je ne sais pas si tous les auditeurs savent bien ce que c'est que les unités fonctionnelles, en fait, on en parle depuis ce matin, mais voilà. Allez-y, si vous avez une Si on définition, parle, je suis preneuse. Unité fonctionnelle, c'est quel est le dénominateur qui va permettre d'exprimer un certain nombre d'indicateurs. Donc par hectare, par kilo, et on parlait des euros. Et je pense que dans le cas particulier de la vente directe, Il nous reste pour
assez paradoxaux dont bénéficient le consommateur, les opérateurs, également les pouvoirs publics, plutôt que de se focaliser sur cette profusion en fait, de labels, d'allégations, de calculs qui sont quand même assez complexes et très lacunaires. Je répète, aujourd'hui, c'est absolument pas satisfaisant. En tous les cas, pour faire des comparaisons entre systèmes, moi, il me semble qu'il faudrait que les réflexions se portent sur plutôt des prospectives à l'échelle des régimes alimentaires. Il y a déjà des choses qui sont sur la table, sur des prospectives françaises comme After 2050 de Solagro, comme TIFA, 10 Years for Agroecology, de l'ASCA et de l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui sont vraiment des structures dont les papiers ont été d'ailleurs relus par l'INRA et par l'ITAB. Donc ces papiers-là sont sur la table. Ce sont vraiment des prospectives très robustes qui, pour le coup, produisent du discernement parce qu'elles permettent de regarder le sujet environnemental de manière globale et de boucler les cycles, de boucler les sujets, de boucler le cycle de l'azote, l'occupation des terres, le maintien des exportations sur les produits à valeur ajoutée par exemple. Et on se retrouve aujourd'hui avec des prospectives qui montrent que c'est faisable. Par exemple, une alimentation 100% bio à l'échelle européenne, même avec moins de surface, moins de rendement, etc. Et en maintenant certaines exportations. Et pour l'instant, personne ne s'en saisit, alors que ces éléments-là permettent vraiment d'orienter l'action publique et les actes d'achat. Donc moi, c'est ça qui me préoccupe un peu dans ces indicateurs où on creuse. On est en fait, au lieu de regarder la surface des choses, on est en train de creuser beaucoup de trous très très profonds, mais aucun de ces trous-là ne nous donnera l'image complète en fait. Voilà, moi c'est vraiment comme ça que je vois les choses. C'est ça le message à retenir de votre intervention. Armelle, vous voyez plutôt en phase, enfin c'est le sentiment que j'avais. Oui. Voilà, moi, dans les travaux que l'Institut de l'élevage peut mener, l'ACV n'est qu'une brique en fait, nous permettant d'aborder ces aspects élevage et environnement. La notion d'image complète, on l'utilise pas mal aussi, justement en disant l'ACV, ça permet de renseigner certains aspects, mais il faut d'autres indicateurs pour autre chose. Je voulais dire un peu les prolongements de ce qu'on a fait dans le cadre des projets Agribalise, ACV Bio, il y a d'autres projets en cours aujourd'hui sur l'éco-conception en lien plus cette fois avec justement des partenaires des filières alimentaires et sur d'autres signes de qualité, sur les labels rouges, sur d'autres signes sur les AOC, AOP. Voilà, on a 2 projets, dont un sur la filière viande en label rouge et un le projet Eco-Calina qui a été cité, je crois aussi ce matin en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, pour répondre aux attentes de Sabine et reboucler aussi avec ce qu'a dit Sandrine Espagnol ce matin, il y a un RMT Maël qui démarre ses travaux avec ces approches justement, pouvoir se saisir de ces avancées qu'on a pu avoir sur l'évaluation environnementale et prendre du recul et regarder à l'échelle des régimes alimentaires, des territoires, et voilà, sortir de cette approche produit, comparaison au sein d'une même famille de produits entre pratiques, mais voir quel est l'équilibre voilà, au sein d'une diète, d'une assiette, d'un territoire, comment on fait manger les gens si on prend certaines optiques. Si je peux juste illustrer le point qui vient d'être donné ici, j'invite tous les participants de cette journée à aller voir une publication de Solagro qui vulgarise ce sujet, qui s'appelle « Le revers de votre assiette » ou de notre assiette, et qui montre par exemple donc, à l'échelle des régimes alimentaires, donc c'est là qu'on est vraiment au cœur du sujet, que certes il y a moins de rendement en agriculture biologique, donc ça c'est basé sur tout un travail, notamment Nutrinet Santé et Bionutrinet, avec une cohorte de 150 000 Français sur pas mal d'années à ce stade. Donc certes il y a moins de rendement en agriculture bio qu'en conventionnelle, mais pour autant le régime des consommateurs bio déjà à l'œuvre aujourd'hui en France, donc en étudiant des quintiles de population, est le meilleur sur toutes les dimensions environnementales et santé publique, incluant l'occupation des sols. Au global, un consommateur de régime bio, donc majoritairement bio, consomme 23% de SAU en moins, parce qu'il a un régime plus végétal, même s'il n'est pas du tout végétarien, 25% d'énergie en moins, d'énergie directe, et 37% de gaz à effet de serre émis en moins. Donc ces données-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles sont sur la table, et là, pour le coup, on a une vision globale des enjeux. Allez, Marc Benoît qui demande la parole de manière très courte pour qu'on puisse prendre des questions. Je suis complètement d'accord pour prendre la hauteur. En fait, on est là sur une journée ACV. Il y a d'autres approches qui sont super intéressantes. Oui, ça y est, ça m'a échappé. Oui.
Non, c'est par rapport à ces études globales. Donc, il y a des travaux aussi qui vont être lancés à l'échelle de la planète, puisque l'un des enjeux, c'est de nourrir 10 milliards d'habitants. Et l'aspect régime élémentaire est complètement central dans cette discussion-là. Donc, je pense qu'il y a différents coups de projecteur qui sont tout à fait complémentaires, qu'il faut réellement avoir en tête. Et Benoît Souris, je vous vois d'accord, Isabelle aussi, on peut être d'accord avec ça? Oui, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec cette approche. C'est l'approche aussi qu'on essaye d'avoir au WWF, cette question de prospective et de scénario. Nous, on a fait l'exercice pour 2050, avec Solagro notamment. Et on n'a pas intégré 100% de bio, nos hypothèses sont à 60%, mais c'est vrai qu'on a du coup tous ces résultats-là qui permettent, selon l'évolution des régimes alimentaires, de nourrir la France avec un impact environnemental complètement réduit. Une des perspectives intéressantes. L'une des questions centrales derrière ça, prospective dans 10 ans, 20 ans, quand la bio sera à 50%, quel sera le profil du consommateur bio dans 10-15 ans? Est-ce que ça sera le même que sur les 5 dernières années? Sous-entendu, le régime alimentaire. Allez, on s'arrête un instant pour accueillir Flore qui fait le monitoring du PIOB. On doit l'expliquer de manière régulière parce que sur le marché, il y a des fruits bio et des fruits conventionnels qui sont beaucoup moins chers. Enfin, en tous les cas, pour ceux qui sont, on va dire, vraiment les plus conventionnels. Là, soit on accepte que les gens ne soient pas payés, donc les producteurs sont déjà assez peu payés, mais dans ces cas-là, il faut carrément des esclaves. Et je pense que là, il y a quand même une question de justice sociale qu'il faut respecter. Les produits alimentaires sont vraiment très peu chers. L'autre chose, c'est que quand on regarde à l'échelle du chiffre d'affaires de la ferme France, il y a à peu près 70 milliards d'euros qui sont produits chaque année en produits agricoles bruts. Et il y a, donc si on regarde le coût réel, alors simplement sur une externalité qui est la pollution de l'eau, avec simplement les nitrates et les pesticides. Pesticides, c'est plus de 60 000 € de dépollution au kilo de pesticides dans les masses d'eau, c'est énorme. Et en gros, le CGDD, donc qui est un service du ministère de l'Environnement, a évalué dans un rapport tout à fait officiel qu'il fallait à environ 70 milliards par an pour dépolluer l'eau de manière à ce qu'elle reste dans le niveau de pollution actuel. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous payez votre prix de produits conventionnels, vous le payez une deuxième fois, rien que pour la qualité de l'eau. Et ça, vous ne le voyez pas parce que c'est dans vos impôts. D'autres sujets qui font débat, qui fâchent éventuellement de l'autre côté de l'écran? Oui, alors notamment, il y a un débat entre les personnes qui veulent améliorer la méthode ACV et ceux qui pensent qu'il faut changer d'approche. Et du coup, pour ceux qui pensent qu'il faut changer d'approche, la question était quelles alternatives pour l'évaluation sont envisageables? Alors, on a déjà évoqué les outils complémentaires à l'ACV. Est-ce qu'on fait du complément ou est-ce qu'on change complètement, on vire sa cutie? En tous les cas, ce que l'ITAB souhaite faire, donc avec des partenaires comme l'INRA, les ONG et tous les partenaires de recherche, puisqu'on est au cœur de l'écosystème des instituts techniques également, instituts techniques agricoles, c'est de produire une prospective en essayant justement de prendre la hauteur dont on parlait tout à l'heure. L'investissement pour arriver à produire du discernement dans Agribalise aujourd'hui, bien sûr qu'on peut continuer à contribuer là-dessus, on est toujours partant pour aider, mais on est tellement loin aujourd'hui de ce qui permet de qualifier correctement les impacts environnementaux, que la prospective, alors c'est un gros travail également, mais elle sera probablement beaucoup plus fructueuse. C'est votre vœu pour Agribalise demain, c'est de le voir évoluer en prenant en considération ce que vous venez de mettre sur la table? Ce sont deux travaux parallèles. Ouais. Le travail de prospective, il est à mener séparément. Très clairement, c'est un chantier à part et qui devrait réunir tous les acteurs dont j'ai parlé, notamment la société civile autour de la table. Marc Benoît? Oui, on a parlé d'une deuxième piste qui est de prendre un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire plutôt de rester
sur un produit très local, voilà, c'est de voir que ce serait une solution globale qui satisferait à différents objectifs. Donc on parle bien de multiperformance, alimenter la planète plus la biodiversité, etc. Et pour dire, c'est quand même un axe central du programme bio de l'INRA pour les années qui viennent. Donc il y a le métaprogramme MétaBio dont a parlé Cécile Détain en décembre. Et on souhaite mettre en avant ce qu'on appelle un projet emblématique, qui sera vraiment un projet phare, qui est justement d'appréhender cette question à l'échelle de la planète, en essayant de voir un petit peu tous les impacts possibles. Donc il y a déjà des travaux qui existent à l'échelle de l'Europe, tu en as parlé tout à l'heure, etc. C'est extrêmement difficile de mener ces travaux-là, d'autant plus que ça va jouer très très fortement sur les flux du commerce international. Donc il y a des questions extrêmement difficiles, mais c'est majeur comme axe pour l'INRA. Flore. Alors j'ai une réaction directe par rapport à ce que vous disiez sur la dépollution, qui s'interrogeait sur les coûts de dépollution du cuivre de l'eau dans le Bordelais suite à la conversion massive en bio. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je siège à l'agence de l'eau à Dour-Garonne, au comité de bassin, et je peux vous dire qu'il n'y a pas de cuivre dans les masses d'eau. Alors, le cuivre, on peut le retrouver dans les sols. Il a une forte affinité, notamment pour les colloïdes, les argiles. Il n'y a pas du tout de cuivre dans l'eau, zéro. Ça, c'est ce qui s'appelle une question claire et une réponse tout aussi claire. Merci Sabine. Merci. Flore. J'ai une question directe pour Benoît. Est-ce que Carrefour utilise l'ACV aujourd'hui dans sa stratégie RSE et si oui, comment? Non, pour l'instant, Carrefour n'utilise pas ACV dans ses éléments RSE. D'abord sans doute par insuffisance de contacts ou d'éléments faits en commun. On fait beaucoup de choses avec le WWF, en particulier sur les dernières années de conversion d'un certain nombre de produits, puisqu'on met un logo WWF sur nos produits en dernière année de conversion. Vous ne faites pas que mettre le logo. Le logo, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, mais c'est bien sûr. Pardon. Il y a tout un aspect transformationnel. Je fais un résumé parce que je vois le chronomètre, mais en l'occurrence, bien évidemment, c'est fait pour... C'est la partie visible de l'iceberg, mais c'est la façon de le faire. Mais par contre, c'est très clair que les rapports RSE et donc toute la problématique, je me souviens qu'une bonne partie des équipes de Carrefour, en particulier toutes les équipes de direction, sont rémunérées de façon variable sur des indices RSE très précis. Donc moi, j'ai aucun souci à échanger avec Bertrand Zwiderski, qui est le patron de la RSE, collaborateur du groupe, et moi-même sur ces sujets-là. Ce serait tout à fait bienvenu. Merci. Flore? Je n'ai pas d'autres questions de la part... On est sec de l'autre côté de l'écran. Je vais terminer, il me reste quelques minutes à passer avec vous, avec la question qui est désormais traditionnelle, et vous avez déjà esquissé chacun quelques pistes. Agribalise. L'impact sur la biodiversité et le stockage de carbone.
On a bien conscience que c'est difficile aujourd'hui d'avoir un modèle qui fait consensus sur ce sujet, notamment de la biodiversité qui est très complexe, mais on aurait besoin de ces données-là. Et c'est vrai que peut-être aussi en termes de type de données d'impact, peut-être intégrer aussi des données socio-économiques. Je pense comme ça au temps de travail par exemple. On voit que le consommateur est complètement déconnecté aujourd'hui de l'alimentation brute, enfin de l'aliment brut. Donc cette perte de lien symbolique avec l'alimentation, est-ce que par exemple avoir le nombre d'heures passées pour produire une tomate, est-ce que ça permettrait de lui donner aussi la juste valeur de son produit? Et puis je rejoins vraiment l'aspect coût réel aussi de l'alimentation. Je pense que c'est des données intéressantes et l'outil ACV est assez magique entre guillemets pour ça, pour processer ce genre de données. Des informations qu'on pourrait retrouver sur l'étiquette à côté de la photo du producteur dans sa jolie blouse qu'on évoquait tout à l'heure. Benoît, et puis Sabine et Marc pour conclure, très court. Oui, un mot très rapide pour dire qu'on voit que la bio a quand même énormément de difficultés à faire valoir sa différence par des études, en particulier sur quel est l'impact immédiat sur sa santé. On va faire le débat, mais on sait que ce n'est pas simple. On sait que les quelques études sur tel ou tel cancer éclairent parfois d'une toute petite lueur l'intérêt de la bio. À l'inverse, je suis convaincu qu'il y a des réserves extrêmement fortes de messages qu'on doit être capable ensemble de tirer en termes de conclusion. Et pour ça, effectivement, il faut qu'il y ait une forme d'harmonisation, de consensus. Rappelons quand même que la réglementation sur le bio, avant qu'on puisse mettre un logo AB sur des produits à 95% bio, on est passé par tellement d'étapes, tellement de cahiers des charges privés avant qu'ils deviennent français, avant qu'ils deviennent européens, tellement effectivement de règlements européens et d'harmonisation que je crois qu'il ne faut pas rêver d'un grand soir qui soit instantané, mais je pense qu'au contraire, plus on donnera des éléments sur l'ACV de nos produits bio, en prenant bien mieux en compte les externalités positives, le mieux ce sera. Mais faisons-le étape par étape avec une forme de consensus qu'il faut d'abord qu'il soit réglé par le monde agricole et les transformateurs eux-mêmes. Sabine, très court. Je ne vais pas revenir sur les déficits au niveau des indicateurs d'ACV, mais pour donner une image, certes, c'est un travail en cours sur la partie bio, mais voilà, nous, c'est ce qu'on avait dit à l'ITAB. La base de données ne devrait pas être diffusée, en tous les cas, pour permettre des comparaisons entre bio extensif et conventionnel. Et c'est pour l'instant, cette base de données, dans l'état où elle est, en tous les cas, sur le niveau bio, c'est comme si au restaurant, j'avais commandé une île flottante et qu'on m'avait livré une poule en train de pondre. Voilà, donc j'adore vos comparaisons. C'est très terrain, voilà, mais voilà, pour moi, c'est ça que ça évoque. L'autre chose, c'est que, je l'ai dit, il faut vraiment qu'on parte sur des prospectives en travail collectif, que les producteurs et les acteurs du système alimentaire et de recherche bio et extensif soient dans la gouvernance de ce type de projet, si on veut pouvoir l'améliorer. Et puis, sur le point santé, je pense que c'est important quand même qu'il y ait une évocation là-dessus. Je vous renvoie également à l'étude Nutrinet Santé et Bionutrinet de gens comme l'INRA, CNRS, INSERM, qui ne sont pas spécialement des ayatollahs, qui ont produit vraiment des données très intéressantes. Il y a beaucoup de publications dans Journaux à comité de lecture qui sont sorties ces 2 dernières années et qui montrent notamment, toujours sur cette cohorte de 150 000 personnes, que en effet, les cancers, une fois qu'on a tout débiaisé, c'est moins 25% sur les forts consommateurs de bio, et les probabilités de surpoids et d'obésité sont extrêmement significatives aussi, moins à peu près 48% pour les femmes, ce qui est énorme, environ moins 40 à moins 60% pour les hommes, selon le type de régime, mais c'est très significatif. Et quand on voit avec l'épidémie de Covid qu'on est en train de traverser, la vulnérabilité des populations, notamment en surpoids, sur tout un tas de phénomènes sanitaires, on a vraiment là des éléments pour mettre en avant la bio, bien au-delà de ce que produit Agribalyse aujourd'hui. Merci Sabine. Je souris parce que j'avais l'impression de voir une sprinteuse qui arrive à la ligne, mais c'est parfait. Marc Benoît, vous repartez avec quoi dans la musette? Quelles sont les 2-3 grandes idées que vous auriez envie de ramener au bureau? Allez, parce qu'on est déjà effectivement en retard. Je pense que là, il y a vraiment un consensus pour dire que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une idée des performances globales des systèmes de production. L'ACV répond à une partie des questions, mais il faut vraiment aujourd'hui essayer de compléter ce panier-là, sachant que derrière, ça renvoie au coût réel de production des différents modes d'agriculture. Donc on n'est pas là pour chiffrer le coût des produits bio, mais pour chiffrer l'ensemble des produits mis en marché, qu'ils soient bio, conventionnels, etc. Deuxième élément, je pense que la réflexion méthodologique à conduire, elle est lourde et difficile, mais elle ira bien au-delà de l'intérêt des ACV. C'est-à-dire, quand on discute avec les collègues du ministère de l'Agriculture, quels sont les référentiels, comment on peut qualifier l'agriculture française aujourd'hui?
Si demain tous les systèmes se diversifient, on n'a pas les outils méthodologiques pour avoir une image de l'agriculture française. On ne sait pas comment décrire ces systèmes-là. Donc je pense que la réflexion qu'on va avoir ici pourra nous aider demain à mieux décrire les systèmes de production plus vertueux qu'on peut avoir à l'échelle de la France ou de l'Europe. Voilà. Merci beaucoup à vous 5 pour vos contributions à cette table ronde très riche. On aurait pu passer encore plein de temps ensemble et les exemples que vous avez amenés sont nombreux, mais le temps nous manque. Je vais donc vous remercier et on va passer